Bonjour et bienvenue à votre édition hebdomadaire de cette semaine dans Dautré, un résumé de l'actualité qui s'est passée tout au cours de la semaine dans la MRC de Dautré. Nous vous présentons notre dernier cette semaine dans Dautré du mois de février. Eh bien oui, la semaine prochaine, nous serons déjà rendus en mars. Le temps des sucres arrivera, la semaine de relâche pour les étudiants. Donc, on vous souhaite une belle semaine de congé. Il a été question cette semaine d'action communautaire, entre autres avec Hugo Valiquette de la Troquelle, des besoins qu'ont tous les organismes communautaires pour pouvoir boucler leur budget. Cette semaine a été une semaine de manifestations, de prise de conscience et de demandes faites au gouvernement Legault de s'assurer que les sommes promises pour les organismes communautaires soient respectées. On parle entre autres d'argent pour de l'aide à la mission. Et entre autres, mercredi, il y a eu une mobilisation régionale, une présentation régionale qui a été faite en appui avec les demandes de la Troquelle. Nous avons rencontré à ce sujet Julie Tétrault du GETA, du groupe d'entraide En toute amitié, qui nous a fait part des demandes qu'elle fait au gouvernement. Elle parle, elle, d'une somme de près de 470 000 $ qui serait nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme En toute amitié, qui offre des services ici dans la région, tant au niveau des banques alimentaires, des petits déjeuners, donc des services qui sont offerts dans les écoles primaires et des écoles secondaires avec des collations. Et aussi, on parle de la friperie et on parle aussi du coin du meuble. C'est un organisme essentiel et les demandes sont toujours de plus en plus grandes et on se rend compte que les besoins sont vraiment plus importants. Le nombre de demandes a explosé et c'est vraiment une implication qui est très importante au niveau du GETA. Par la suite, il y a eu aussi une marche qui a été faite dans les rues de Berthierville. Nous avons présenté cette marche, un court extrait de la marche qui a été faite dans la ville de Berthierville. Et il y a aussi, on vous présente un court extrait des appuis des différents maires de la municipalité, députés, personnes impliquées pour appuyer la démarche au niveau de l'action communautaire. Par la suite, nous vous présentons un extrait, premièrement, une entrevue avec M. Jean-Luc Berthe et par la suite, vous allez avoir un extrait du dernier conseil municipal de Saint-Ignace qui a eu lieu au début février et le sujet des échanges entre M. Berthe et M. Laforêt, c'est concernant les coûts. Des citoyens veulent savoir les coûts que ça va faire au total pour la démolition de l'église de Saint-Ignace de Loyola et la construction de nouveaux centres communautaires et des bureaux administratifs de la municipalité. La réponse de M. Berthe à M. Laforêt a été à l'effet qu'il y a une chronologie qui est présentée, il y aura une planification qui est présentée, donc on parle d'ouverture des soumissions, par la suite mise à jour du projet avec les sommes confirmées par le gouvernement et les sommes qui devront être injectées dans le projet et il y aura aussi en principe une nouvelle soirée d'information qui aura lieu début avril. Nous avons aussi rencontré M. Blanchette, qui est responsable de l'organisme Au cœur de l'île. Et cette année, ils font une campagne de fonds, donc une campagne de socio-fonctionnement pour pouvoir aider, avoir plus d'argent pour offrir des services avec cet organisme, entre autres, qui s'occupe beaucoup de violences faites par les hommes et aussi la violence faite par les femmes. En terminant, un sujet peut-être un petit peu plus léger de notre émission cette fois-ci, on vous parle d'Antoine Lachance qui a présenté vendredi un spectacle à la Chasse-Galerie. Il nous fait part de ses façons de composer, qu'est-ce qui a été son inspiration pour le dernier album qu'il a présenté et qu'est-ce que sont ses projets d'avenir pour les prochains mois. Donc, une belle entrevue avec Antoine Lachance, auteur-compositeur.
compositeur et interprète qui a présenté un spectacle à la Chasse-Galerie ce vendredi 25 février. C'était votre description de qu'est-ce qui se passe dans cette semaine dans Dautré. On vous invite à venir consulter cette émission à toutes les semaines, le dimanche, autrement dit, à tous les dimanches midi. Et n'oubliez pas notre bulletin de nouvelles quotidien qui a lieu à tous les jours à 6 heures pour se tenir au fait de tous les événements qui se passent dans la MRC Dautré. Sur ce, bonne semaine. Je suis en compagnie de Hugo Valiquette, qui est le directeur général, on pourrait dire, de la Troquelle. C'est bien ça, Hugo? Oui, en fait ça. Et tu me disais en pré-entrevue que tu étais aussi vice-président de, on pourrait dire, le national là, pour les organismes communautaires. Ça s'appelle le Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Okay. Lui, c'est l'interlocuteur des 4000 organismes communautaires autonomes du Québec vis-à-vis le gouvernement. Donc tu étais bien au fait de la situation et bien impliqué dans, on pourrait dire, la problématique du financement des organismes, on pourrait dire, communautaires. On a un exemple, on peut donner des exemples dans le coin ici à Berthier, on parle du CABA, on parle de Déclic, on parle de En toute amitié. Même nous ici, on fait partie de l'action communautaire en termes de médias communautaires. Et le 23 février va être une date, on pourrait dire, à être marquée avec un fer rouge, tant pour la région, je crois, au niveau national. Peux-tu nous parler en début, Hugo, excuse-moi, un peu des revendications et qu'est-ce qui se passe au niveau communautaire versus qu'est-ce qui a été promis et qu'est-ce qui n'a pas été reçu là, au niveau du gouvernement? Tout à fait. En fait, les revendications du mouvement communautaire autonome sont quand même assez simples. On a besoin d'un rehaussement de 460 millions de dollars de financement pour l'ensemble des organismes au Québec. Dans la Nodière, on parle d'un 35 millions qu'on a besoin pour répondre aux besoins des organismes. Et ça, c'est pas des profits, là. Quand tu parles du 35 millions, c'est pour arriver dans les budgets, pour pouvoir respirer, être capable de dire on est correct. C'est ça que Exact. C'est pour permettre d'embaucher les gens qu'on a besoin pour faire la mission des organismes et répondre aux besoins des membres dans les organismes communautaires. C'est vraiment à ça que servent ces sommes-là. Puis, ce qui est important de dire, c'est qu'au Québec, il y a 4000 organismes d'action communautaire autonome. Dans la région de la Nodière, on parle de 200. Donc, dans notre région, là, c'est une force vive de 200 organismes, 1200 travailleuses et travailleurs, 25 000 bénévoles. Puis, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 100 000 personnes par année qui passent dans les organismes communautaires juste dans notre région. Là. Fait qu'imaginez si demain matin, là, les organismes à bout de souffle là, décident d'arrêter de donner des activités ou des services. Bien, c'est 100 000 personnes qui vont se retrouver où, d'après toi? T'sais, ils vont s'en aller dans le réseau public, ils vont s'en aller où ils n'auront plus de réponse carrément à leurs besoins, donc ça va être l'isolement, on va fragiliser les gens. Donc, je le sais que le chiffre, là, 460 millions ou 35 millions, a de l'air gros, mais quand on pense à tout l'impact que les organismes communautaires ont, 460 millions sur un budget de 115 milliards au Québec, là, on s'entend que la proportion est petite. C'est ça que des fois c'est dur, les chiffres sont tellement astronomiques qu'on a l'impression que c'est énorme, mais si on prend une moyenne, ça veut dire 132 000 environ par organisme. Là, c'est une moyenne, là. Puis, non, mais... ça représente, là. On le prendrait. Ben oui, puis ça aiderait vraiment la population. Tu sais, cet argent-là, là, elle va rester ici au Québec. Puis c'est ça qu'il faut dire, là, c'est de l'argent qui va servir à aider notre population. C'est ça, tu me revenais tantôt après l'entrevue, je vais te revenir sur l'emploi. Tu disais, comme on avait parlé un petit peu souvent, on est des organismes qui servent de formation, que les gens viennent prendre l'expérience, on accepte ce cas-là, parce que comme tu viens de dire, les conditions salariales peuvent être différentes, mais là, le gouvernement est rendu en concurrence avec nous, vont les chercher avant qu'on puisse les former, disons qu'on puisse avoir une partie de cette main-d'œuvre-là, c'est une grosse problématique. Et je pense aussi l'autre problématique on a parlé un petit peu quand tu parles de financement d'émissions, c'est que les demandes dans les organismes communautaires ont plus que doublé et triplé. Là. Je pense que, tu sais, comme tu disais, il y a eu de l'aide de premier secours, il y a eu plein de choses, mais ça n'a pas... ça s'est pas amélioré, là, puis ça n'a pas l'air à vouloir s'améliorer, même si on semble la pandémie finie. Je pense il y a quand même encore beaucoup de gens qui vont avoir besoin d'aide pour s'en sortir. Là. Ben, on a juste à penser à la santé mentale. Là. Reste que les gens sont affectés. Là, c'est 2 ans de pandémie, 2 ans où on s'est tout le monde adapté au niveau du marché du travail avec les familles. Les confinements, ça a été difficile pour de nombreuses familles, pour
pour les personnes isolées aussi ou les personnes vulnérables, là, c'est pas tout le monde qui a accès à un ordinateur puis une ligne Internet. T'sais, on y pense pas, là, mais dans la lutte à la pauvreté, la fracture numérique, là, ça a vraiment touché des personnes. Au moins, il y avait des personnes démunies qui pouvaient aller dans leur groupe voir des gens. Ça fait du bien là, de briser l'isolement, même si tu es en situation de pauvreté. Mais là, les gens, en plus d'être en situation de pauvreté, ben en plus, ils étaient isolés parce que là, ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux, mais ils n'avaient pas accès au matériel numérique pour avoir accès à parler avec des gens. Sérieusement, là, on ne voit que la pointe de l'iceberg de ce que ça va nous laisser comme trace dans la société. Puis les premiers répondants, comme tu disais, ben c'est les organismes communautaires autonomes qui sont en première ligne avec les gens sur le terrain. Puis effectivement, les demandes n'arrêtent pas d'augmenter. On le savait déjà avant la pandémie que c'était le cas. Les organismes nous parlaient que les situations étaient alourdies par les besoins de la population. Les gens qui se tournent vers les organismes communautaires, ben maintenant, c'est des gens qui souvent n'ont pas de réponse dans le réseau public parce que le réseau public s'est beaucoup transformé. Ben ça, c'est lourd. Puis les organismes ne sont pas nécessairement équipés pour faire face à toutes ces demandes-là. Mais là, en plus, la pandémie a rajouté une couche de personnes démunies socialement. Tu sais, c'est pas juste la pauvreté financière, là, c'est d'être démunis socialement, d'avoir accès à des lieux pour des milieux de vie, avoir des gens pour te changer des idées, tout ça, ben c'était plus accessible. Puis là, on sent la demande qui grandit. Puis en plus, on respecte les mesures sanitaires. Donc, déjà, ce que les organismes peuvent offrir, c'est moins que ce qu'ils offraient par le passé à cause des limites, la distanciation physique et tout. Fait que c'est un méchant gros casse-tête. Il faut vraiment qu'au prochain budget du Québec, le gouvernement fasse un effort considérable pour les organismes. Donc, pour toutes ces raisons, comme on dirait, et plusieurs autres, on parle du 23 février et ça va être un mouvement national qui va se passer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi l'idée du 23 février? Pourquoi avoir choisi cette date-là? Et qu'est-ce qui va se passer? Oui, en fait, la campagne Engagez-vous pour le communautaire est une grande campagne nationale de l'ensemble des organismes communautaires qui vise justement à réaliser, dans le fond, nos revendications, le 460 millions, une meilleure reconnaissance du gouvernement et plus de justice sociale aussi, c'est nos 3 revendications principales. En fait, on a décidé de se mettre en action toute une semaine. Donc, dans la Nodière, en Estrie puis en Mauricie-Centre-du-Québec, nous, notre date, c'est le 23 février où on va faire nos activités. On pourra parler de spécifiquement la Nodière, mais les journées avant puis les journées après, c'est d'autres régions du Québec. Fait que pendant une semaine, on va entendre parler de la réalité des organismes communautaires partout dans le Québec. Et là, c'est l'idée, c'est justement, des fois, les organismes, on faisait une grosse mobilisation à Québec, par exemple. Fait que là, on en parlait des médias une journée. Mais là, on a décidé d'occuper une semaine complète parce que justement, les besoins sont tellement énormes qu'il faut vraiment que le gouvernement investisse dans les organismes communautaires. Donc, on a décidé de répartir ça sur plusieurs journées. Et nous, dans la Nodière, le 23 février, on invite la population à nous suivre sur notre page Facebook. C'est facile, facebook.com/TROCL. Ou sinon, à suivre les pages Facebook des organismes communautaires ou des médias de la région. On va présenter c'est qui ça, le mouvement communautaire autonome, la NODA, parce que pour beaucoup de personnes, les gens savent qu'il y a des organismes communautaires autonomes sans vraiment savoir c'est qui, c'est où. Puis pourtant, il y a des gens là, qui, toute leur vie, là, ils passent devant des organismes communautaires dans leur quartier sans même savoir que c'est un organisme communautaire. On en disait tantôt de Berthier, mais il y a la Maison des jeunes aussi. Il y a des organismes dans tous les créneaux. Puis ça, ben, on ne le sait juste pas. Fait que ce qu'on va faire, nous, le 23 février, c'est qu'on va vraiment utiliser les plateformes web pour sortir le communautaire de l'invisibilité. Et nos 2 thèmes, c'est est-ce qu'on peut se passer des 200 organismes communautaires autonomes dans la Nodière? Puis est-ce que vous savez que le point de rupture approche? Et quand on parle de point de rupture, là, c'est qu'on sent la fatigue. Là. Les gens dans le communautaire sont épuisés, puis pourtant, c'est eux qui sont là pour soutenir les gens. Mais si notre monde tombe, là, ben, qui va répondre finalement à la population? Donc, ça va être vraiment les 2 thèmes qui vont être abordés là, toute la journée le 23 février. Je sais que tu m'as parlé tantôt de la campagne là, qui va être mise sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des fermetures. Hein? Je ne sais pas si ça va faire comme ça a été fait, mais dernièrement, l'automne dernier, il y avait eu comme 1 heure de temps. Chaque organisme avait décidé de symboliquement fermer ses services, fermer ses heures. Est-ce que c'est encore répété cette action-là aussi? Oui, bien c'est un peu différent cette fois-ci.
parce que les organismes communautaires voulaient être en action, ils voulaient montrer leur présence. Fait que fermer les portes, des fois, ça, on dirait que le message va un peu à l'encontre. Mais ce qu'on a décidé de faire dans la région, c'est on va se donner 3 moments dans la journée où on arrête tout le monde pour être ensemble, justement pour faire des activités, pour se rendre visible. Et il y a quand même des organismes qui, justement, eux, là, sont sur le point de la rupture, qui ont décidé de fermer. Dans la région, on parle d'au-delà de 25 organismes là, qui vont fermer toute la journée. Il y a certains autres organismes qui vont fermer pendant les activités de la Troquelle, donc ça va être une demi-journée. L'objectif, là, c'est vraiment que les organismes puissent faire valoir. Puis tu sais, c'est autant leurs membres, c'est autant la population en général qu'au gouvernement que c'est important de se rappeler que les organismes communautaires sont une richesse. Tu sais, oui, on demande 460 millions, oui, c'est beaucoup de sous, mais en même temps, cet investissement-là, il est rentable et ça, c'est reconnu depuis des dizaines d'années. Là, toutes les études qui sont faites sur le communautaire démontrent que l'argent qui est investi par le gouvernement dans le communautaire, nous, là, on le fait fructifier, puis on en fait beaucoup plus que juste ce qui est rendu. Puis il y a même une étude qui est sortie il y a 2 semaines, que pour 100 millions de dollars que le gouvernement investit, on en dépense 183 milliards. Non, je vais recommencer. Sur 100 millions de dollars qui est investi dans le communautaire, c'est 183 millions que les organismes dépensent. Fait que dans le fond, ça veut dire qu'on va chercher quasiment le 1 pour 1 à ce niveau-là. C'est hyper intéressant là, de voir qu'on est justement un moteur économique. Puis ça, ben, je le répète parce que les gens ne nous voient pas comme ça, mais c'est ça la réalité. On est des moteurs économiques, puis on a un gros impact social dans nos régions, dans nos communautés. Puis ça, c'est sans compter tous les bénévoles qui sont impliqués, qui représentent encore là une grosse économie. Là, c'est toujours été prouvé, puis ça fait partie souvent des revendications ou des constats quand on assiste à des AGA, comme quoi que sans l'apport des bénévoles, l'organisme ne pourrait pas survivre. Et ça représente tellement d'heures et tellement d'argent gratuit que le gouvernement sauve au bout de la ligne, comme tu viens de le dire. Et d'ailleurs, au début de la pandémie, là, quand le premier ministre parlait des organismes communautaires, il remerciait toujours les bénévoles. Comme s'il y avait encore cette vision-là, je dirais des années 70-80, là, que le mouvement communautaire était juste porté par les bénévoles. Mais tu le dis super bien, c'est un alliage entre les travailleurs, travailleuses et les bénévoles. Et une chance qu'on a les bénévoles. Puis, tu sais, bénévoles, c'est des personnes impliquées, c'est des gens de tous les âges qui décident de s'investir. Puis effectivement, on ne calcule pas le chiffre. T'sais, même si on mettait toutes les heures au salaire minimum, le gouvernement n'aurait même pas les moyens de payer pour tout ce que les bénévoles font et dans notre région et au Québec. C'est une force incroyable. Puis c'est ça, soutenir le mouvement communautaire autonome. C'est de dire que les communautés, on se prend en main pour faire la différence. Puis on est les mieux placés sur le terrain pour la faire, cette différence-là. Puis le filet social au Québec, là, ben, c'est les organismes communautaires, c'est le réseau public, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a mis en place. Puis on est chanceux de savoir comme filet social. Tu sais, on a juste à regarder des sociétés moins égalitaires que la nôtre. Tu sais, moi, je regarde beaucoup vers les États-Unis. Tu sais, souvent, on parle de ce modèle-là. Ils payent moins d'impôts, c'est donc plus facile. Mais quand on regarde là, puis qu'on va voir la pauvreté, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est des gens de 80 ans qui travaillent dans des supermarchés des États-Unis. Tu sais. Mais nous, au Québec, on a la chance de ne pas être dans cette réalité-là. Puis il faut le protéger, notre modèle, parce que le monde privé pousse beaucoup. Tu sais, on l'a vu, la privatisation dans le réseau de la santé, ben, ça l'a fragilisé, notre système de santé. Puis on a beaucoup moins de facilité à lutter contre une pandémie, alors que dans d'autres milieux, ils s'en sont beaucoup mieux sortis qu'au Québec. Donc, c'est aussi ça à prendre en considération. Tu sais, c'est de valoriser nos organismes communautaires et notre réseau public. Parfait. Donc, on rappelle que dans la Naudière, ça va être le 23 février, mais c'est toute la semaine prochaine, autrement dit, qu'il va y avoir... Ouais, on va en entendre parler. On va en entendre parler, vous n'aurez pas le choix. Si vous ne connaissez pas le communautaire, je pense qu'on va dire, là, vous allez le savoir, et ça va avoir une importance. Bon, ben je te remercie, Bruno. Excuse-moi, Hugo, je ne sais pas pourquoi je t'appelle Bruno. Merci, Hugo. On se reparle, puis il n'y a pas de problème, on va vous suivre, on va participer à ce mouvement-là. Génial, un gros merci. Merci, bye-bye. Bye-bye. Je suis en compagnie de Julie Tétrault. Bonjour, Julie. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une mobilisation pour justement pour faire attention à nos organismes communautaires. Et entre autres, à Berthier, bon, ben, il y a en toute amitié, le Guetta, comme on dit maintenant et tout.
Je sais qu'aujourd'hui, on a eu une vidéo qui a été produite par la Troquelle. Tu es impliqué aussi au niveau de la Troquelle. C'est important hein, de se manifester puis de présenter, de dire au gouvernement que vous avez besoin d'aide puis il faut continuer. Oui, tout à fait. C'est super important là, de se mobiliser. On veut aller chercher plus de financement pour les organismes communautaires partout au Québec. Pour notre organisme à nous, là, juste pour nous, c'est 476 780 qu'on aurait besoin de plus de financement à la mission pour continuer à offrir tous les services comme il faut. Nos employés, ils sont sous-payés. Nos employés, ils utilisent eux-mêmes le service de dépannage alimentaire parce que justement, on les paye pas assez. On a de la difficulté d'aller chercher des expertises à cause qu'on n'a pas de moyens. Nos employés sont épuisés. On peine à offrir tous les services, puis les besoins sont grandissants. Là. On le sait, là, on le voit. Il y a de plus en plus de gens là, qui viennent faire des demandes d'aide à notre organisme. Donc, c'est super important aujourd'hui de se mobiliser. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de faire avec le groupe d'entraide en toute amitié. Les membres, les employés du groupe d'entraide, dans le fond, une petite marche symbolique là, de 30 minutes à Berthierville. Juste justement là, pour dire à M. Legault, là, il est grand temps, M. Legault, que vous reconnaissiez le caractère essentiel des organismes communautaires autonomes, pas juste pendant le COVID, pas juste en temps de crise, maintenant puis à long terme également. Okay. Quand tu me parles du 476 000 OK, c'est juste pour arriver even puis être capable d'offrir des services. Là. Tu ne fais pas 100 000 en bas de la ligne. Là. C'est juste pour te permettre de maintenir à flot l'organisme. C'est ce qu'on aurait besoin pour pouvoir embaucher à temps plein une intervenante, pour pouvoir payer les vrais salaires de ce que ça vaut. Là. Mon salaire à moi, le salaire de la responsable de la cuisine, le salaire de la responsable de plancher, tous les employés de plancher également. On considère que toutes ces personnes-là ne sont pas suffisamment payées. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, je dirais que le salaire, c'est un peu le nerf de la guerre. Actuellement, on a beau offrir des conditions de travail pour essayer de pallier un peu à ça. C'est plus suffisant. On a besoin de plus pour pouvoir faire plus, pour pouvoir maintenir nos services, puis une qualité de service aussi là, pour les personnes qui en ont besoin. Tantôt, tu me parlais des services, il y a le dépannage alimentaire, mais il y a aussi les petits déjeuners. Hein? Vous êtes impliqués au niveau des collations, des choses dans les écoles, beaucoup de choses comme ça. Hein? Oui, présentement, on est beaucoup impliqués dans les écoles primaires et secondaires à Berthierville. Entre autres choses, on fait les petits déjeuners là, à l'école primaire 5 journées par semaine. C'est préparé dans nos cuisines, c'est transporté à l'école primaire. Même chose avec les collations école, avec les collations pour Pierre de l'Estage. Donc, c'est préparé ici 5 journées semaine, transporté dans les écoles primaires. À chaque semaine, au niveau de l'aide alimentaire, on a une centaine de familles là, qui viennent chercher de l'aide ici au groupe d'entraide en toute amitié. À chaque semaine, on voit aussi de plus en plus de familles avec enfants là, qui viennent faire des demandes d'aide. Avant, c'était beaucoup des personnes seules. Ces personnes-là sont encore là, mais de plus en plus de familles également. Donc, c'est une pauvreté, maintenant, on pourrait dire, cachée, qui est moins visible parce que les gens, de dire le mot, s'en vendent pas, mais vous êtes là pour aider et c'est important. Là. Tout à fait. Puis on se le cachera pas. Là, c'est dur pour tout le monde actuellement. On le voit avec l'inflation, avec le coût de la nourriture qui augmente, les loyers qui explosent. C'est vraiment difficile là, pour les personnes seules, c'est difficile pour les familles aussi. Là. Les gens ont de la difficulté à arriver présentement. Bon, ben je te remercie, Julie, puis on en parle. Merci. On ne cessera pas d'appauvrir, on ne cessera pas assombrir. Se laissera pas appauvrir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire à quel point nos centaines d'organismes communautaires autonomes lanaudois sont indispensables. Ils sont indispensables parce qu'ils sont des vecteurs de solidarité, de réponse aux défis, de soutien, d'accompagnement de notre population ici dans la Naudière. J'ai envie de dire que sans eux, on serait bien peu de choses, que sans eux, c'est
toute notre solidarité, c'est toute notre société qui serait mise à mal, c'est tout notre filet social qui deviendrait plein de trous béants. Alors, j'espère que, comme moi, vous soutenez les organismes communautaires autonomes. Bonjour, Christian Goulet, maire de Lavaltrie et préfet de la MRC de Dautrey. Nos organismes communautaires autonomes sont tout simplement indispensables pour leur communauté. Ils accompagnent toutes les tranches d'âge de notre population en répondant à divers besoins. Ils ont un contact de proximité privilégié avec les citoyens. Ils soutiennent les gens dans le besoin. Ils contribuent à briser l'isolement et à dynamiser le milieu. Ils se distinguent par leurs engagements hors du commun, par la richesse de leurs actions auprès de la communauté. Il est primordial de mettre en lumière leur implication dans notre belle région. Au nom du conseil municipal de la ville de Lavaltrie, je soutiens les organismes communautaires autonomes lanaudois. La belle grande région de Lanaudière ne peut pas se passer des 200 organismes communautaires autonomes dans la région. Ils apportent support, conseil et soutien à toutes ces femmes, ces hommes et ces familles dans le besoin. Ils exercent une solidarité partout sur le territoire et c'est pourquoi, à la BTS Lanaudière, nous supportons les organismes communautaires autonomes lanaudois. Est-ce que la région de Lanaudière aurait les moyens de se priver de l'action quotidienne de ces 200 organismes autonomes sur son territoire? Ce sont autant d'actions de solidarité de cœur par des gens d'expertise qui ont les connaissances et les compétences pour intervenir auprès de notre monde. À titre de maire de Saint-Roch-du-Lac-Chigan, c'est un devoir d'appuyer l'action communautaire autonome, d'appuyer nos organismes communautaires autonomes de Lanaudière. C'est avec la conviction que les organismes communautaires autonomes sont à la fois des services de soutien essentiels et des moteurs de transformation sociale que le conseil municipal de Sainte-Marie-Salomé appuie la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Pourquoi Lanaudière n'a pas les moyens de se passer de ces 200 organismes communautaires? Parce qu'ils sont souvent le dernier recours pour les personnes les plus vulnérables. Parce qu'ils défendent les droits des groupes et des personnes qui ont besoin d'une voix forte. Parce qu'ils offrent des activités et des milieux de vie pour briser l'isolement des personnes seules ou vulnérables. Parce qu'ils sont complémentaires au système de santé. Parce qu'ils sont issus de la communauté et administrés par leurs membres afin de bien répondre à leurs besoins. Voilà pourquoi nous soutenons les organismes communautaires lanaudois. Bonjour à tous, ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. À la question, est-ce que Lanaudière peut se permettre de se passer de ces 200 organismes communautaires autonomes? La réponse est non. Qu'est-ce que ces gens-là apportent de plus important dans notre communauté? C'est un service humain, un service de proximité, un service chaleureux. Ce sont des gens dévoués qui sont toujours disponibles. Donc, je vous annonce aujourd'hui que moi, Yves Perron, j'appuie les organismes communautaires autonomes de Lanaudière. Bonjour, M. Barthes, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Vous venez nous voir dans nos studios pour un peu parler, faire un petit commentaire de ce qui a passé dans le Journal d'Action hier, là, comme quoi qu'il y avait un groupe de citoyens qui étaient comme mécontents puis qui voulaient savoir des informations, avoir on pourrait dire, avoir plus de précision sur le projet là, de la démolition du centre communautaire, démolition de l'église et tout ça. On sait très bien que lors de la dernière séance du Conseil que nous avons diffusée à CTRB, il y a eu beaucoup de questionnements sur ça. On sait que ça a tenu une large partie là, de la période de questions. Et aujourd'hui, on va faire quelques mises au point, si vous êtes d'accord, là, concernant ce sujet-là. Écoutez, je vais faire la même mise au point que j'ai faite à la dernière réunion. C'est que le monde, ils veulent avoir des informations, ils veulent avoir des chiffres. Bien, on va ouvrir les appels d'offres le 16 mars. Bon, là, je le dis parce qu'ici, il dit, le groupe tient à donner des informations demandées. Dans le cas contraire, il compte intervenir lors de l'Assemblée ordinaire du 1er mars. Je vous le dis, là, mardi prochain, le 1er mars, il n'y aura aucune question. Je ne vais prendre aucune question parce que la seule chose que je vais répondre, c'est qu'il va y avoir le 3 avril. Comme là, le 1er mars, le 16 mars, on va ouvrir les appels d'offres. Au plus tard, le 28 mars, tous les citoyens vont envoyer sur Internet. On va faire des copies papier qui vont être à la municipalité de toutes les informations. On n'a rien à cacher, puis on va être transparent. Du début, aller jusqu'à
l'ouverture des appels d'offres, tout. Donc, on peut s'attendre. Si on s'attend qu'autrement dit, le 28 mars, on devrait avoir une meilleure idée, on pourrait dire, une confirmation de tous les montants, parce que quand on lit l'article, on parle de confirmation aussi de montants de subvention, mais ces montants-là ont été accordés, on pourrait dire les ententes sont déjà signées. Le gouvernement attend juste les chiffres finaux, c'est ça qu'on comprend. Justement. Nous autres, on a eu la confirmation comme quoi on était subventionné à 60 % ou un maximum de 3 millions. Mais par contre, lorsqu'on va ouvrir les appels d'offres, là, à ce moment-là, on va avoir le prix exact. Là, on va envoyer ça au ministère, puis ça fait confirmer comme quoi on a vraiment la subvention. On n'y aura pas de l'avant tant et si longtemps qu'on n'aura pas la confirmation du ministère. C'est ça, je comprends. Fait que, moi, je ne peux pas arriver. Puis, c'est au 28, comme je dis, au plus tard, le 28 mars. Ça peut tarder un peu, ça peut être jusqu'au 28 mars, vous allez avoir des informations de A à Z. Puis, le 3 avril, à 2 heures, il va y avoir une rencontre citoyenne. On va être là pour répondre aux questions seulement. Je ne commencerai pas à vous dire c'est quoi le projet. La genèse du projet et tout. Ça va être pour une mise au point finale et là, il y aura des décisions qui seront prises après. Un coup qu'ils vont avoir eu les documents, à ce moment-là, s'il y en a encore qui ont des interrogations, des questions, ça va être là le 3 avril que ça va se passer. Ça va se passer. Comme je le répète, mardi prochain, toutes les questions qui vont avoir lieu sur ça, il faut leur répondre. On va répondre aux questions le 3 avril, parce que moi, je n'ai pas les chiffres encore. Il ne faut pas paralyser non plus, on pourrait dire, l'appareil municipal avec seulement cette chose-là quand on parle du conseil municipal. Ici, j'aimerais spécifier aussi aux citoyens, là, il y en a qui se promènent, puis ils lèvent la tête contre le projet, puis ils disent des chiffres, puis ils vous disent que votre compte d'attaque va exploser. Écoutez, si vous voulez avoir de l'information, je vous le dis, le 3 avril, venez là, vous allez tout savoir. Puis on n'a rien à cacher, puis on va être transparent comme jamais. OK. On peut spécifier que le 1er mars, l'Assemblée est en présentiel, mais avec un nombre limité de personnes et que, encore là, en collaboration avec CTRB, il va y avoir un accès Zoom là, qui a été justement fourni hier pour que les gens vont pouvoir être autant en Zoom qu'en présentiel. On continue la méthode hybride, on pourrait dire entre les deux, pour s'assurer que le plus grand nombre de personnes soient au courant. C'est un petit peu ça qu'on peut dire? Dans la salle, je vous le dis, il va y avoir quelqu'un à la porte, puis c'est le maximum qu'on peut rentrer, c'est entre 15 et 20 personnes. Okay. Il n'y en a pas plus que ça à l'intérieur. Fait que si vous vous présentez, puis on va faire entrer les 15 premiers, premier arrivé, premier assis, un coup que les 15 à 20 qui vont être entrés, ça va être fini, il n'y aura plus personne. Fait que donc, mais comme Mme Yvon a dit, ça va être sur Zoom, vous allez pouvoir, tout il va être sur le site Internet, comment vous connectez, tout. Il n'y aura pas de problème. Puis vous allez pouvoir poser des questions quand même pour le Zoom, comme ça s'est fait aux autres assemblées. C'est ça. Puis je pense que c'est une belle formule hybride qui peut-être va continuer un petit bout de temps parce que ça permet à plus de gens, puis les gens ne sont pas obligés de se déplacer et tout. Bien sûr. Puis aussi, le monde, ils peuvent assister à l'Assemblée. C'est ça. La façon, c'est ça. Bon, bien, je vous remercie, M. Barthes, puis on rappelle les échéanciers. Bon, là, le 1er mars, on a notre conseil, mais aucune question sur ce sujet-là. 16 mars, c'est la réception des appels d'offres. Une question indiscrète, en as-tu déjà qui sont rentrés? Parce que j'ai vu que... Ah, j'ai pas vu. Vous n'avez pas... Je sais qu'il y en a qui viennent visiter l'église. OK. Encore aujourd'hui, je pense qu'ils viennent visiter l'église. Puis aussi, bien, écoutez, le 16 mars au matin, 11h, on ouvre les appels d'offres. Puis aussi, je veux vous dire, vous allez recevoir un petit papier, ce petit papier-là, qui va vous spécifier exactement qu'il va y avoir... Aussi, il va y avoir un PowerPoint qui va être sur le site de la municipalité. OK. On va faire un PowerPoint qui va être animé, puis vous allez pouvoir le regarder. Puis après, en plus de toutes les informations qui vont être sur le papier, puis qui vont être sur le site Internet de la municipalité aussi, puis vous allez recevoir ce petit papier-là, comme quoi que ces documents, au plus tard, le 28 mars, vont être disponibles. Puis aussi, bien, pour la rencontre avec les citoyens, va avoir lieu le 3 avril 2022, à 2h à l'église Saint-Ignace, mais on est là pour répondre aux questions ou aux interrogations. Et non pas pour présenter le projet encore une fois. D'accord. Bien, je vous remercie de votre présence, M. Barthes. Puis vous avez d'autres communications, gênez-vous pas. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème là. Mme Yvon, s'il y a de quoi, on va vous appeler. D'accord, mais merci. Merci beaucoup à vous. J'ai pas eu la réponse. Je vais vous la poser autrement. Est-ce que dans le budget, le stationnement est inclus? Non, M. Laforêt, le stationnement n'est pas inclus. Il va coûter combien, le stationnement? Écoutez, rendu là, on va le faire évaluer avant. Je peux pas vous dire combien. Nous, on veut se faire
Mais là, écoutez, le règlement, le stationnement, si on le fait qu'après, ça va tout baler qu'en 2023, peut-être avancer. Là, on va avoir un ingénieur qui nous dise combien ça coûterait refaire le stationnement. Là, ben, si on aide les prix, ben, le conseil va avoir une décision à prendre, puis on va regarder si on est capable d'aller chercher de l'argent dans notre budget sans que ça ait un impact. Ouais. Mais ça se trouve pas être un petit peu... c'est pas broche à foin, non? Non? Non, moi, je trouve que... Ben, moi, ça m'évite de payer, parce que vous appelez ça de la broche à foin, mais moi, j'appelle ça agir chaud pour sauver au moins entre 15 et 20 000 d'archéologie. Parce que si je suis obligé de creuser... Ben oui, mais c'est ça, M. Laforêt. Prévoir les coûts. Ben oui, ben on va les prévoir les coûts, mais si on arrive au chemin, moi je peux pas vous dire comment ça va coûter le stationnement, je suis pas ingénieur. Puis je sais pas comment est-ce que l'asphalte se vend, je sais pas comment la roche se vend, je sais pas comment qu'il faut creuser combien, j'ai aucune idée. Puis moi non plus, je ne sais pas, mais je pourrais vous faire confiance pour emprunter près de 7 millions, M. le maire. C'est ça qui m'inquiète. Pour emprunter quoi? Et là, ben, ça va être octobre avec notre argent, ben oui, mais là, c'est sûr, certain que ça va être l'argent, c'est comme je vous ai dit, rendu là, on va regarder si on est capable de prendre l'argent dans le budget pour le faire, on va le faire. Ou bien non, on va essayer d'aller chercher des subventions de ce qu'on va être capable d'aller en chercher. C'est donc pas clair, M. le maire. Ben, si c'est pas clair pour vous, moi je pense que c'est clair pour le conseil, en tout cas. Ah, c'est clair. Puis, Monsieur Laforêt, je voudrais spécifier une chose, je voudrais éclaircir une chose. Parce que le dernier dimanche, vous avez mentionné, parce que moi je ne l'ai pas entendu, parce que j'avais de la misère, vous avez mentionné qu'il y a encore des idées de grandeur du maire. Ça, vous l'avez dit, parce qu'il y en a qui vous ont entendu. Moi, je veux répliquer parce que l'idée de grandeur du maire, quand on a commencé le projet en 2020, moi, j'ai emmené 2 projets. On répare l'église ou on arrête la terre puis on le fait un jour. Bien, le conseil ici, là, le conseil qui était là en 2020, là, ils ont été unanimes à dire on jette l'église à terre puis on le construit en 2. Donc, 2 960 000. oui, bien, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Oui, c'est comme partout ailleurs. C'est aller à Saint-Anne, ils ont commencé probablement qu'un projet de 1,5 million, il a coûté 4,5 millions. Mais ça, moi, la pandémie, là, je ne l'ai pas vu venir. Hein? Des dépassements de coûts. Bien, c'est pas des dépassements de coûts. C'est tous les matériaux qui ont augmenté. La pandémie, ils ont fait doubler puis presque tripler les matériaux. Ça, on n'était pas à l'affût, on n'a pas vu venir ça. La seule chose qui... On se parle aujourd'hui, entre autres, parce que depuis le 11 février jusqu'au mois de mars, vous êtes en pleine campagne aussi de financement, parce que je pense que tous les organismes, malheureusement, on a besoin d'avoir du soutien de la population. C'est quelque chose qui est important. Et vous avez une campagne aujourd'hui, les hommes, les garçons font aussi partie de la solution, parce que vous estimez que le jeune homme, on pourrait dire quand même le garçon, il faut le prévenir plus jeune pour pouvoir en faire un meilleur homme qui va exprimer ses sentiments, ces choses. C'est un petit peu ça. Absolument. Il faut voir que des difficultés relationnelles et des difficultés de comportement violent, c'est pas inné, c'est pas génétique. Pour la violence, c'est des comportements appris. Mais la même chose pour les autres difficultés relationnelles. Si moi je vis une difficulté relationnelle et que j'ai un enfant ou 2 enfants et que eux vont apprendre ça nécessairement. Les enfants sont portés à beaucoup nous imiter, à chercher à faire comme nous. Alors, ça se transmet comme ça facilement de génération en génération. Puis quand nous, on est en mesure de venir en aide à un homme qui nous demande de l'aider, bien, ce que ça fait, c'est que cet homme-là est en train de choisir de mettre fin à la transmission intergénérationnelle de ses difficultés. Et c'est tout à son honneur. Puis pour un homme, oser demander de l'aide, c'est courageux. Oui. Alors, on sait que quand un homme va bien, ben généralement, son entourage est heureux, en bénéficie là, grandement.
Donc, c'est vraiment le but de la campagne. Comment on peut participer? J'ai vu qu'il y avait différentes façons. On peut contribuer directement sur votre site Internet. C'est bien ça, là, que vous allez retrouver « Je contribue ». Tout à fait. Il y a différentes manières de contribuer. Vous pouvez contribuer financièrement à nous soutenir. Hein, juste pour vous donner un exemple, depuis le début de l'année, on est en hausse de 40% sur le nombre de demandes d'aide de l'an passé. Et mais il est possible aussi de donner un appui autrement. Vous pouvez devenir membre de l'organisme et soutenir l'organisme de cette manière-là. Et puis, vous pouvez également nous suivre pour cette campagne-là, mais pour différentes activités proposées en cours d'année sur les différents réseaux sociaux où on est présent également. Okay. Donc, avez-vous un objectif précis en termes d'argent que vous dites, oui, on a besoin, parce qu'on en parlait tantôt la semaine dernière avec Hugo, en disant que l'aide à la mission, le gouvernement promet, mais ça ne rentre pas, là. On est conscient que c'est beau faire des belles promesses, mais il faut que l'argent arrive pour le vrai. Donc, si on veut maintenir quand même les services et tout ça, j'imagine qu'il y a quand même quelques objectifs là, qui ont été... En fait, on n'a pas fixé d'objectif. C'est la première fois qu'on fait une campagne de cette nature-là. Donc, on apprend. On n'a pas de référence dans les années passées, même si on a déjà fait des campagnes de levée de fonds, mais pour des activités spécifiques, comme un souper bénéfice, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais là, c'est la première fois qu'on fait appel à la générosité du public directement. Et évidemment, nos besoins sont tellement élevés que ce ne serait pas réaliste de fixer un objectif de dizaines de milliers de dollars. Là. Et on va prendre tout ce que les gens vont nous offrir généreusement parce que moi je dirais, chaque homme à qui on est en mesure de répondre et de l'accueillir, ben, c'est un homme qui en a besoin. Et les ressources d'aide pour les hommes, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Et on est heureux, nous, d'en faire partie et de pouvoir offrir cette possibilité-là. Puis la campagne aussi, en même temps, a un autre objectif, c'est celui de nous faire connaître davantage comme organisme. Donc, c'est très bien. Donc, on rappelle le numéro de téléphone, on a parlé d'aide. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment on peut vous rejoindre pour... si on a besoin d'aide aussi, parce que ça peut être important. Tout à fait. C'est le 450-756-4934. Et c'est le poste 1. Okay. Parce qu'il y a deux postes. Hein. Le poste 1, c'est pour l'aide. Et le poste 2, c'est pour l'administration. Okay. Et quand vous faites le 1, c'est un intervenant ou une intervenante qui va vous répondre. Okay. Alors, on a toute une équipe qui est là à tous les jours, prête à répondre. Je vous donne un exemple d'ordre de grandeur. En 10 mois de l'année courante, on a reçu 6572 appels entrants depuis le début de l'année. 510 demandes d'aide. C'est 39% de plus que l'an passé. 386 personnes qu'on a aidées, 338 hommes et 48 femmes. 572 entrevues individuelles d'accueil-orientation et 1548 présences en suivi. Là. Alors ça, c'est 43% de hausse sur l'an passé. C'est ça. Donc, vous êtes rendu un service essentiel, comme plusieurs organismes dans la région, et les sous ramassés, l'aide ramassée va vous aider à maintenir votre offre de service pour les prochaines années. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Hein? Tout à fait, et très directement. Non, mais il faut être direct. Faut le dire. Tu sais, il faut le dire, là, parce que je veux dire, on vient d'en parler que dans le communautaire ou dans l'aide directe, là, on pourrait dire aux populations et tout ça. Les demandes, comme vous avez mentionné, sont rendues très, très hautes. On s'attend à beaucoup de choses, mais de notre côté, il faut avoir des ressources et être capable de livrer les marchandises, comme on peut dire. Là. Exactement. Puis, particulièrement en temps de pandémie, la situation est difficile pour beaucoup de monde. Et donc, souvent, ça a pour impact de cristalliser encore plus les difficultés et la détresse. Et je vous dirais, même si la pandémie s'est terminée dans quelques semaines ou dans quelques mois ou même dans 2 ans, c'est pas le jour où ça se termine que ça va être terminé, la détresse élevée générée par la pandémie. Ça risque de durer plusieurs années après ça également. D'accord avec vous. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Blanchette. C'était bien apprécié. On a appris plusieurs choses aujourd'hui sur votre organisme, puis on va vous soutenir dans votre campagne.
Merci à vous, c'est un plaisir. Merci. Au revoir. Bon, ben merci beaucoup. C'est bien. L'année de Antoine Lachance qui va se produire à la Chasse-Galerie. On parle du 25 février prochain. Bonjour Antoine, merci d'accepter de faire une entrevue. Merci. Tu as sorti un nouvel album qui s'appelle Cinéparc Fantôme, mais avant, on va parler un petit peu de toi. Tu as été t'es allé au Festival de la chanson de Granby, tu as passé aussi par ma première place des arts. C'est là que tu as vraiment découvert que tu voulais faire de la musique, chanter. C'était vraiment ton objectif de vie. Oui, ben en fait, depuis assez jeune, moi j'avais décidé dans la vie, je voulais vraiment faire de la musique. Ça a été un petit peu long avant que je me rende là. Tu sais, dans le fond, début vingtaine, je faisais plus de la musique dans les bars, je faisais du rock, du blues, des reprises anglophones. Puis après ça, autour de 23-24 ans, j'ai signé mon premier contrat de disque, mais avec un groupe de musique qui s'appelait On a créé un monstre. Puis c'est avec eux que j'ai commencé les premiers balbutiements de ça, là, écrire des chansons en français, sortir des albums. Fait que j'ai goûté à ça, à faire des tunes de la composition en français avec un groupe. Fait que là, moi, ça fait longtemps que je cogitais, puis je voulais le faire pour moi, pour ma carrière à moi. Fait que c'est ça, fin vingtaine, je pense que j'avais 27, quand j'étais allé à Granby, quand je me suis rendu en finale. Puis là, c'est là que ça a vraiment démarré pour mes chansons à moi. C'est une assurance, c'était comme une confirmation avec Granby puis ma première place des arts, comme quoi tu étais capable de pas produire, mais de créer tes propres chansons, de les interpréter. C'était quelque chose qui, au début, te mettait peut-être un peu insécure? Ben, je pense que tout auteur, compositeur, interprète, n'importe qui commence ou qui veut se montrer la face un petit peu, et tout le monde est insécure parce qu'on n'a pas il n'y a personne qui nous valide vraiment. C'est tellement abstrait comme médium, la musique. On sait qu'on a des capacités, on a un talent. Il y a des gens qui nous disent, notre mère, notre père nous a dit qu'on était bon, mais après, de vraiment avoir un pouls réel de qu'est-ce que ça vaut, notre affaire, ben effectivement, c'est ça, de me rendre en finale à Granby puis d'avoir gagné ma première place des arts, je me disais, bon, il y a quelque chose, quand même, j'imagine qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Puis ça a été un petit peu, effectivement, la confirmation que ça valait la peine d'essayer de lancer un album. Puis c'était tous des très bons choix de vie parce que ça a bien été par la suite. Tu fais aussi de la production musicale, hein? C'est ça que je comprends, que tu as participé aussi à l'élaboration de la musique là, pour un humoriste. Je fais juste chercher François Bellefeuille, là, que tu as fait ça. Ça, c'est une autre expérience, là, dans le fond. Transposer les sentiments de quelqu'un, les mettre dans un environnement sonore, ça demande une belle collaboration, une belle intimité avec l'artiste. Oui, c'est d'ailleurs, il y a des auteurs, compositeurs, interprètes qui sont vraiment plus solitaires. Ils vont travailler un petit peu avec des gens, mais leur profil va être beaucoup plus intimement lié à leur carrière seulement. Mais moi, je suis vraiment un autre bébite. J'aime ça vraiment travailler avec plein de monde. J'aime ça, comme j'accompagne en spectacle Andréane Mallette. Puis pour le cas de François Bellefeuille, ben, j'aime ça aussi faire de la création, parce que j'ai un studio. Fait que moi, quand on me demande de faire de la création sur un show, n'importe quoi, c'est des capacités que j'ai, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais effectivement, ça prend une certaine relation avec la personne. François, on se connaît bien, puis j'ai pu, avec des échanges avec lui, de vraiment saisir, comprendre ce qu'il voulait comme musique pour son spectacle. Mais effectivement, ça prend une communication. Il faut qu'on comprenne, parce que, comme je disais, c'est très abstrait, ça. C'est ça. Comme tout le monde, on a vécu la pandémie. Là, on pense qu'on s'en sort, on devrait revenir à la normale. Pendant la pandémie, si je comprends bien, tu as décidé de déménager à Sorel-Tracy. Donc, tu es rendu nos voisins d'en face, comme on pourrait dire, là, parce qu'on est situé à Berthierville. Et tu t'étais dans la maison que tu as acquis, tu me disais qu'elle était en face de l'ancien Cinéparc à Sorel-Tracy. Et ça a été ça qui était ton fil conducteur, là, ton leitmotiv pour faire un troisième album là, que tu as appelé Cinéparc Fantôme, justement. Peux-tu nous en parler un petit peu de cette création, de cheminement que tu as fait? Ah oui, tout à fait.
moi, la pandémie, c'était un accélérateur pour prendre le choix de déménager. Parce que moi, dans le fond, je suis parti de Sorel, j'avais 17 ans, puis j'en avais 34, donc j'ai été presque aussi longtemps à Sorel que j'ai été à Montréal. Fait que ça faisait comme 15 ans que j'étais à Montréal, puis c'est la pandémie, à Montréal, c'était pas évident, dans des plus petits logements. Montréal, c'était là parce qu'il y a de la vie, puis là, toute cette vie-là n'existait plus pour un petit bout de temps, donc c'était un bon argument. Puis c'est ça, dans le fond, je suis revenu à Sorel, je me suis acheté une belle maison, on s'est fait un studio, puis quand ça a été le temps de commencer à accélérer les choses pour faire l'album, ben, il me manquait un petit peu de chansons, il me manquait un peu d'inspiration, puis je me suis décidé une journée d'aller faire une balade parce qu'il y a un boisé en arrière de chez moi. Fait que je me suis dit, je vais aller me promener. Puis c'est là vraiment j'ai réalisé qu'il y avait le cinéparc qui est abandonné depuis des années. Là, c'est comme, j'allais voir des films, mettons, en 1995 ou je sais pas quoi. Là, je ne me rappelle plus c'est quand ça a fermé, mais j'avais complètement oublié l'existence de ça. Fait que, puis là, ça a été vraiment comme une espèce de second souffle dans ma création parce que j'allais pratiquement tous les jours me promener. Puis, je me faisais comme des petits films que je projetais sur les écrans pour alimenter ça un peu la création. Puis c'était ça qui a donné le second souffle. Puis c'est ça, c'est un peu une image aussi d'un retour à chez moi, une nostalgie, de revenir là-dedans, dans les souvenirs d'enfance. Fait que c'est un peu ça l'idée de Cinéparc Fantôme. OK. Tu me parles d'un petit peu comme des espèces de petits clics que tu t'es vu dans ta tête pour raconter. Donc, tu as parlé d'histoires que tu as vécues, d'histoires. Tu nous parles dans tes chansons de qu'est-ce que tu ressens, de qu'est-ce que tu aspires à devenir. Qu'est-ce qu'on pourrait parler un petit peu des chansons que tu nous proposes? Ben, j'ai beaucoup été dans l'autobiographique. Autobiographie dans mes premières, surtout le premier album, je vivais plein d'affaires difficiles à ce moment-là. Je me séparais, je venais de perdre mon père. Fait que, mon inspiration était intimement liée beaucoup à ce que je vivais à ce moment-là. Pour cet album-là, il y a un peu de ça, mais il y a beaucoup aussi, en amont à ce que je disais tantôt par rapport à la création, il y a beaucoup d'histoires que j'ai inventées, des petits films que je me suis fait dans ma tête. Mais il y a aussi des sujets assez personnels. Il y a la première chanson qui s'appelle En paix avec la mort. Ben, c'est un peu, je pense que tout le monde a une crainte de la mort, des deuils, tout ça. Puis moi, c'était comme une espèce de thérapie d'écrire là-dessus, puis de sortir un peu de méchant là-dessus. Mais somme toute, ça a été plus de la création, un peu comme j'écrivais des histoires inventées. C'était un petit peu moins autobiographique là, pour celle-là. Donc, ça va être la présentation de cet album-là qu'il faut s'attendre à voir à la Chasse-Galerie, où tu veux faire un peu tes deux premiers albums et c'est des choses que tu tiens encore à présenter, que tu penses c'est d'actualité puis que tu veux continuer de présenter dans tes spectacles? Bien, c'est sûr que les chansons qui ont été plus connues, plus jouées à la radio, du parcours d'avant, je les inclus toujours parce que je sais que les gens, souvent, ça leur rappelle les tunes, ça. C'est sûr que du premier album, je pense qu'il en reste juste 2. Fait que c'est vraiment un bout de fun dans ma carrière de choisir dans 3 albums. Mais c'est sûr que là, vu qu'il vient de sortir, on fait l'entièreté de l'album. C'est sûr que les 10 chansons de ce nouvel album-là sont là. Puis, fait que c'est un peu. Puis je fais aussi quelques reprises. J'aime ça visiter des chansons québécoises d'artistes que j'adore. Je fais une chanson de Daniel Bélanger. C'est un mix de tout ça. Parfait. Donc, c'était à la Valtrie de 25. Par la suite, on va pouvoir te voir à travers le Québec. C'est ça qu'on comprend? Toute la saison estivale commence, c'est ça? C'est ça. Ben, en fait, avant que le printemps-été arrive, je pense que j'ai 7 ou 8 dates un petit peu partout. On va aussi faire un 4 dates dans l'Est, jusqu'à Gaspé. Fait que c'est comme un petit peu un parcours un peu partout au Québec là, avant l'été, puis après ça, il y a d'autres choses qui vont revenir. Fait que c'est un petit peu un condensé. C'est comme j'ai été pas très occupé depuis, disons, décembre, puis là, peut-être la chose qui arrive, je vais être le guitariste aussi pour le Gala des Oliviers à Radio-Canada. Ah, c'est bien. Puis il y a une chanson qui vient de sortir. Fait que c'est comme si les choses reprennent assez vite, puis tant mieux. Beaucoup de choses à mettre. C'est tant mieux, il faut le prendre quand ça arrive. Donc, puis par la suite, as-tu déjà commencé à penser à un album ou
pour l'instant, tu veux faire un peu de chemin, comme on dirait, avec celui-ci, puis on verra dans l'automne? Ben, tu sais, les albums, je vise toujours de me dire que au moins d'en sortir le minimum aux 2 ans, mais des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Ça veut dire que si je veux pas être un petit peu à dernière minute, comme la dernière fois, le dernier album, il faut que je commence à composer assez rapidement. Effectivement, tranquillement, je recommence à prendre des notes. Puis, tu sais, c'est tout le temps là, de toute façon, la création, ça quitte jamais. Là. Fait que oui, effectivement, je suis toujours un peu en préparation. Bon, que tu pourras venir parler de notre fleuve. Tu vas juste cet été, tu vas voir des bateaux, le fleuve, que ça va te faire sûrement des belles sources de rencontres. Bon, ben on va te souhaiter bonne chance, puis on te suit encore dans ta quartière dans les prochaines semaines, les prochains jours. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bye. Mais merci beaucoup.